Le livre d'Edward Palmer Thompson, La formation de la classe ouvrière anglaise, est déjà très ancien. La traduction en français de 1988 se base sur un texte original de 1980, lequel était déjà en réalité une réédition de 1963 légèrement augmentée et commentée. Thompson est l'une des grandes figures de l'histoire sociale britannique. Moins connu chez nous, on le redécouvre grâce notamment à une nouvelle édition de 2012, mais aussi suite à l'édition d'un autre livre dont je parlerai après celui-ci et intitulé Les Romantiques. La formation de la classe ouvrière anglaise est un ouvrage très surprenant pour la plupart des non-anglophones. Il nous permet de découvrir une Angleterre sociale de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle, telle qu'on ne nous l'apprend guère dans les programmes d'histoire. Généralement, lorsqu'on aborde cette période, on nous parle de la première révolution industrielle, de la machine de Watt, de la mule génie et de la locomotive de Stephenson. On nous montre l'évolution du mode de production partant des corporations de petits artisans au sein de localités souvent très spécialisées et débouchant sur des grosses aciéries façon Cockerill en Belgique, en passant par les manufactures et qui annoncent les futures usines Fordistes de la première moitié du XXe siècle. On dessine des machines à vapeur. Si on a un prof d'histoire un peu calé, il va nous parler des enclosures qui provoqueront l'exode rural de centaines de milliers de paysans anglais depuis le XVIe siècle, faisant ensuite passer en une génération la ville de Londres au statut de mégalopole d'1 million d'habitants vers 1800. Mais en gros, on ne sait rien des ouvrières et des ouvriers anglais, de leur ressenti sur tous ces changements, sur leurs réactions, voire sur la conscience qu'ils en avaient. Avec Thompson, le monde des travailleuses et des travailleurs anglais, dans toutes leurs dimensions sociales, économiques et culturelles, vous paraîtra désormais familier. On entre dans la réalité concrète de ce qu'était la vie des petits producteurs et notamment des artisans au XVIIIe siècle et du choc subi par toutes les professions qui seront, peu à peu, touchées par l'industrialisation, les unes après les autres, au fur et à mesure des innovations de leur exploitation capitaliste. À cet égard, on ne pourra que faire des liens avec la période contemporaine. La destruction créatrice schumpeterienne était déjà bien à l'œuvre à cette période. Les métiers les plus traditionnels sont confrontés à une concurrence vive ou à de nouveaux systèmes d'exploitation qui leur font perdre de vieux avantages acquis par leurs prédécesseurs, voire mènent à leur disparition. Des villes spécialisées dans certaines productions artisanales voient débarquer de nouveaux capitaux qui obligent les artisans à se plier à une réorganisation complète de leur travail. Mais Thompson ne présente pas cette histoire sur un ton victimiste. Au contraire. Il montre comment les associations de travailleurs, préexistant souvent à la révolution industrielle, liées soit à une localité, soit à une activité professionnelle, soit à une religion, vont réagir et défendre leur mode de vie. Celui-ci est d'ailleurs minutieusement décrit et montre que nombreux corps de métiers bénéficiaient d'un niveau de vie tout à fait honorable, d'un niveau culturel surprenant pour qui ne s'y attend pas, et qui nous aide à comprendre par exemple le succès littéraire des brochures de Thomas Paine, qui étaient lues et commentées en groupe de leur parution à la fin du XVIIIe siècle jusque tard dans le XIXe. En parallèle avec la France révolutionnaire et impériale, on découvre des associations d'artisans et d'ouvriers très actives, parfois même engagés pour de véritables changements politiques en Angleterre. On découvre des noms qui résonnent ensuite dans notre esprit aux côtés des grands initiateurs de mouvements révolutionnaires les plus connus. Surtout des hommes, quelques femmes qui sont avant tout les têtes mises en avant ou découvertes par la police et la justice qui les surveille ou s'en débarrasse, par la prison, la corde ou la déportation vers l'Australie. À côté de Thomas Paine, on découvre Thomas Hardy, William Cobbett, le général Ludd, les séditieux écossais de 1793, de nombreux journaux progressistes écrits ou édités par des hommes très engagés. On a envie d'en savoir plus sur des figures courageuses, voire téméraires, qui menèrent des mouvements de quelques centaines à quelquefois plusieurs dizaines de milliers de personnes. On pense à tous ceux qui ont été condamnés à mort ou à la relégation. On découvre le nom d'associations comme la Société de correspondance londonienne, qui essaimera dans des dizaines de villes, maintenant en contact une véritable toile de groupes de lecteurs plus ou moins activistes et qui rappellent les structures de cellules socialistes ou communistes du XXe siècle. On découvre aussi des mouvements, parfois plus violents, soit contre les machines, soit contre les politiques, soit contre les propriétaires de ces nouvelles grosses entreprises qui produisent une concurrence déloyale à des structures de travailleurs ancestrales. On découvre aussi le rôle de certaines subdivisions du protestantisme. On se surprend à apprendre que, malgré Thomas Paine, le quakerisme pourtant d'esprit égalitaire n'a pas joué un grand rôle dans tous ces mouvements. Par contre, l'Église méthodiste eut une place centrale, quoique parfois contradictoire, dans les luttes sociales de l'industrialisation naissante. Un autre aspect d'ailleurs du livre très enrichissant également est le déroulé de la vie de nombreuses figures marquantes, parfois de purs intellectuels comme John Tulwall ou Samuel Coleridge, parfois bien plus actifs comme Thomas Hardy ou John Beans, parfois d'obscurs éditeurs, parfois des acteurs plus radicaux comme Henry Hunt, Richard Carlyle ou Richard Watson. Très intéressante la manière de Thompson de nous citer certains textes de cette époque qui semblent souvent anticiper avec une grande justesse à la fois le développement de l'industrialisation et la forme de la lutte à lui opposer. Si on arrive rarement à une remise en question de la propriété privée à laquelle les Anglais sont très attachés, au moins y découvre-t-on un véritable questionnement sur la liberté d'entreprendre quand celle-ci se fait aux dépens du plus grand nombre. Ce que réclament les révoltés la plupart du temps, c'est le bénéfice d'un travail honnête,
indépendant, et même choisi tant dans son objet que dans son organisation. Je vois dans ce livre un argument riche et nécessaire pour rappeler aux différentes organisations de défense des travailleuses et travailleurs qu'elles gagneraient beaucoup à reconnaître leur intérêt mutuel dans la reprise en main de la maîtrise de leurs activités. Artisans, paysans, professions libérales, petits patrons ne devraient pas être opposés, mais joints dans cette lutte contre les capitalistes qui jouissent de leur division. Le lien au travail et à l'objet du travail figure ce que l'on pourrait qualifier d'étonnante modernité, ce qui pour un historien ou une historienne n'est pas vraiment étonnant, car la lutte des grands patrons contre la maîtrise de l'outil par la travailleuse ou le travailleur n'est que logique. Celle où celui qui maîtrise son outil de travail peut se prévaloir d'un rapport plus égal vis-à-vis de son donneur d'ordre, lequel cesse d'être un seigneur et maître pour devenir client. Quand en plus cette maîtrise est collective, comme dans le cadre d'une corporation égalitaire, elle peut fixer des prix justes pour un travail de qualité généralement auto-fixé, permettant à chacune et chacun de décider quand et comment le travail sera fait, de telle sorte que l'on ne doive pas mettre sa santé ou celle de ses proches en danger pour satisfaire la clientèle. La destruction de ce lien, ce n'est pas étonnant, s'est accomplie avec la croissance de l'industrialisation, tout simplement parce que la logique tayloriste impose aux travailleurs de se soumettre aux directives de ceux qu'on appellera bientôt managers. Du même auteur, Les Romantiques, l'Angleterre à l'âge des révolutions, dont la traduction a été publiée à Paris aux éditions Sociales en 2023, est une compilation de courts essais. Il s'agit en quelque sorte du complément littéraire du premier. On y découvre avec force et nuance les grandes figures intellectuelles de la contestation radicale anglaise du mouvement romantique. Mary Wollstonecraft, William Blake, William Hazlitt, ainsi que Thomas Paine de nouveau, Samuel Coleridge, John Tulwall et William Wordsworth, dont la prononciation est sans doute pas terrible, sont les personnages les plus décrits de cet ensemble hétéroclite d'essais qui montrent par la bande que les Anglais n'avaient pas eu besoin de la Révolution française et a fortiori des philosophes des Lumières pour développer une pensée radicale et cohérente. Une pensée démocratique et parfois plus proche du socialisme que la plupart des révolutionnaires français. Géniards ou énergiques, loyaux ou à la limite de la traîtrise, engagés ou déprimés, ces grands noms de la littérature anglaise apparaissent concrètement comme de véritables figures romantiques. Ces textes sont saisissants, car, ici aussi, Thomson nous présente un passé anglais qui nous échapperait trop, celle d'une période à la fin du XVIIIe siècle qui fut, selon ses propres mots, un de ces rares moments où une section de l'intelligentsia anglaise a osé tout remettre en question. Ce livre est sensiblement plus facile à lire que le précédent. En effet, chaque essai se suffit à lui-même et nous plonge dans une particularité de cette époque foisonnante de la littérature engagée. Thomson, personnalité généreuse, nous propose une lecture certes dirigée par ses idéaux marxistes, mais en désaccord profond avec les lignes traditionnelles de l'historiographie matérialiste. C'est avant tout un Anglais, donc forcément un empiriste, plus qu'un théoricien, et en héritier assumé du romantisme, attaché à la subjectivité à la fois de ses personnages, mais aussi de sa propre analyse. Il se sait subjectif, il écrit de son point de vue, ne nous trompe jamais sur la question. Il sait aussi les faiblesses de Coleridge, de Tulwall, de Wordsworth, et il n'hésite pas à les partager avec nous. En définitive, nous apprenons aussi à relativiser la question des grands hommes qui auraient fait l'histoire. Ils ne sont que des témoins privilégiés, parce qu'ils ont laissé des traces écrites, et cela ne peut que nous faire du bien. Les difficultés de leur lutte, nous les partageons concrètement, et nous ne pouvons les juger qu'à l'aune de nos propres faiblesses. D'ailleurs, Thomson sait aussi à qui il s'adresse. Il enseignait essentiellement à des publics d'adultes, pas à des étudiants d'université, dans le cadre de ce que nous appellerions de la formation populaire. Pour lui, peu importait le sérail, l'université et les chicanes de thésard. Ce qui nous rend attachants les romantiques, c'est qu'ils sont nos égaux, que Mary Wollstonecraft est notre égale et que nous sommes les égales et les égaux de Thomson.